Chères personnes qui pensent comme Bruno machin, Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. malheureusement, ça risque de faire de toi quelqu'un de petit, avec un esprit petit, des idées petits, et qu'on n'a qu'une vie, et passer à côté de grandes richesses extérieures, d'apprendre, de savoir venant de l'autre, de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on peut découvrir, c'est passer à côté aussi de la vie. Parce que je pense que la vie, c'est que des rencontres, c'est que l'autre, et que plus on va vers l'autre, plus on veut s'enrichir dans un pays qui prône ça normalement, euh, plus on fait ça et plus on grandit, plus on devient une meilleure version de soi-même. Donc, euh, donc, à toi d'ouvrir les yeux, l'esprit avec une bienveillance et un amour du prochain. L'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est ce qu'a annoncé notre ministre de l'Intérieur, notre nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Eh bien, on va essayer de se poser la question ce soir si parfois ça ne peut pas être aussi une chance avec mon invité, c'est Tigrane Mekhitaryan. Bonsoir Tigrane. Bonsoir Maxime. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va Merci. parler avec toi de pas mal de sujets. Il y a un film qui sort la semaine prochaine avec une autre personne qui a été migrée en France, Charles Aznavour, qu'on adore, Monsieur Aznavour. On va en parler puisque tu joues dedans le rôle de quelqu'un qui a joué aussi une part de l'histoire, notamment dans la résistance en France. On en parlera tout à l'heure. On va aussi parler de théâtre parce qu'on peut être immigré, on peut ne pas être français, c'est ton cas, aimer le théâtre français et même le faire briller bien plus que plein de Français qui sont nés en France. On va parler de tout ça. Je reçois dans cette émission, parce qu'elle s'appelle Inspire-moi si tu peux, des gens inspirants. Et je pense que tu fais partie de l'un de ceux qui m'inspirent le plus aujourd'hui et qui pour moi est le plus méritant. Est-ce que déjà tu peux expliquer d'où tu viens, qui tu es? Et après on essaiera de déconstruire un petit peu cette phrase qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Bah écoute, merci déjà, c'est très gentil tout ce que tu me dis. Moi, je viens d'Arménie, je suis né à Vanadzor, à 1 km de la capitale. Je suis arrivé en France quand j'avais 4 ans avec mon grand frère et ma mère. On y est arrivé dans les quartiers de Nice, à Lariane exactement. On a passé 3 années là-bas et ensuite, à force de travail, de courage et de détermination, ma chère maman a fait en sorte qu'on puisse quitter les quartiers pour aller en centre-ville et pour vivre plutôt une très belle vie. Voilà. On va faire justement ce parallèle aussi avec les quartiers, avec la ville, avec Paris aussi, où tu habites maintenant. Tu l'as dit, tu es arrivé à 4 ans, tu étais, mais tu es toujours réfugié politique. C'est ça ton statut aujourd'hui en France? Je suis toujours réfugié politique. J'ai fait ma demande pour renouveler mon titre de séjour de 10 ans en 2021. Je l'ai eu en 2023. Autant dire que c'était très compliqué parce que c'était 2 ans où j'étais clairement sans papier. C'est-à-dire on m'arrêtait, on ne savait même pas où me ramener parce que je suis apatride, à vrai dire. C'est-à-dire que je n'ai même pas de nation, concrètement. Mais et en 2-3 ans, ils ont renouvelé mon titre de séjour. Et là, je suis bon jusqu'à 2033. Tout va bien. Là, pour l'instant, tout va bien. On est content. On sait la difficulté que c'est de gérer les papiers en France administrativement. Même pour moi qui suis né en région parisienne, cas classique, même pour moi, c'est compliqué quand il faut faire un papier. Donc j'imagine quand on est né ailleurs et qu'on n'est pas encore français, ou en tout cas qu'on n'a pas de carte d'identité française, pour la paperasse, ça doit être encore plus complexe. C'est très complexe. On va justement parler de cette partie de ta vie où tu arrives à Nice, tu l'as dit, dans des quartiers. C'est comme ça qu'on fait. Quelque part, c'est déjà une chance parce que tu pars d'un pays, on t'accueille et on te donne, tu le dis même toi, voilà, la France nous a donné un logement, nous a donné de l'argent. Ça déjà, c'est une belle chose de la part du pays. Ben, c'est quand même, si on y pense 2 secondes, c'est-à-dire oui, nous on est arrivés, tout de suite on avait un logement, on avait de l'argent tous les mois pour vivre. Ma mère avait une formation pour apprendre la langue, puis on l'a inscrit à Pôle emploi pour qu'elle trouve du travail. C'est-à-dire tout ça réuni. Si tu veux, tu peux. C'est impossible de ne pas pouvoir si réellement tu veux. Après, c'était il y a plus de 25 ans. Je ne sais pas aujourd'hui réellement comment ça se passe. Mais c'est vrai que je fais partie de la génération où les parents disent à leur enfant « Sois gentil et sois toujours reconnaissant de ce que le pays t'a donné plus que les autres. » Et je comprends ça. Et je suis d'accord avec ce concept-là parce qu'on vient d'ailleurs et on a été accueillis. Donc on se doit aussi d'avoir la présence d'esprit de faire un pas de plus vers le pays en se donnant un peu plus les moyens d'être plus cordial, plus gentil, de s'excuser un peu parfois d'être là parce que malgré tout c'est un pays qui par son histoire, qu'on le veuille ou pas, dans le fond a un petit fond de racisme. Et il faut l'accepter, pour moi. Et il faut voilà, savoir en jouer, truc selon d'où tu viens. Moi, attention, je suis venu d'ailleurs. Il y a des enfants d'immigrés qui sont nés ici. Eux, ils ne sont pas dans le même cas de figure que moi. C'est-à-dire ils sont dans un pays où ils sentent parfois l'intolérance, grosso modo, et c'est beaucoup plus compliqué pour eux parce qu'ils sont venus de nulle part, ils sont venus au monde dans ce pays, ils ne peuvent que se sentir français. Mais s'ils ont du mal à se sentir français parce qu'ils sentent un rejet, là, moi, je peux comprendre les révoltes qu'il y a eu, je peux comprendre toute la ligne qui est fissurée entre les banlieues
et la capitale, on va dire le centre et la France elle-même. Et en plus, ces personnes-là dont tu parles, souvent ont une biculture, mais pas de nation. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas chez eux dans le pays où ils sont nés. Et dans le pays de leurs grands-parents ou de leurs parents, ils ne sont pas non plus acceptés spécialement. En France, on leur dit t'es ci, et chez eux, on leur dit t'es français. Donc, je pense que c'est une rupture identitaire, c'est très compliqué. Quand tu sais, dans la racine, tu ne sais pas où te situer, qu'est-ce que tu es, le pays où tu vis, tu as l'impression qu'on ne veut pas de toi, quand tu retournes, on te prend pour un autre. Déjà, après, pour faire son cheminement personnel dans ta vie, etc., tu pars sur quelque chose qui est assez difficile. Et dans ton histoire à toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as la double vision. C'est-à-dire que tu as quand même une famille qui te pousse à entreprendre des choses, qui t'interdit de rester trop tard le soir, mais qui te laisse quand même sortir. Ce qui fait que tu connais aussi cette ambiance et cette culture du quartier, cette culture d'en bas, qui s'entrechoquent, en fait, ces deux cultures, et qui t'empêchent aussi de tomber vraiment dans la vraie délinquance. Tu fais des petites bêtises, mais tu rentres quand même à la maison le soir quand les vraies bêtises commencent. Ce qui m'a sauvé, c'est les règles de ma mère. C'est-à-dire, moi j'ai une mère arménienne, tu ne peux pas dire non quand on te demande de faire quelque chose. Et c'est vrai que jusqu'à mes 18-19 ans, je ne pouvais pas dépasser le 23h, minuit, grand maximum, il fallait que je sois rentré. Et je pense que ça m'a sauvé de beaucoup de choses. Mais ça ne m'a pas empêché aussi, mais parce que les gens des quartiers, les gens d'en bas, voilà, vu que ça a été dit, etc., il est réel ce mot, mais je ne l'aime pas. Évidemment, je ne l'aime pas, il fait plaisir à personne. Mais les gens d'en bas, ils vivent. Et quand ils vivent, c'est-à-dire ils rigolent, ils passent, il y a de la vie, il se passe plein de choses. Tu peux aller dans des grands délires, autant dans l'humour que dans la réflexion, que dans la philosophie. Et ça m'attire, ça me tente parce que c'est des valeurs qui sont proches des miennes. Moi qui suis des pays de l'Est, les valeurs orientales. Voilà, c'est un truc où on se comprend tout de suite. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être un caméléon, quoi. De passer autant de temps avec des gars de la rue qu'autant de temps avec les gars avec qui je traînais au lycée, qui sont plus issus, pas de la bourgeoisie, mais qui ont beaucoup plus de moyens, qui ont pas les mêmes origines, qui sont aussi français de souche. Et c'est une autre façon de penser. Et c'est aussi tout autant attrayant, mais d'une autre façon. Et je pense que c'est ma grande richesse d'avoir été dans plusieurs milieux différents, de comprendre les codes et les valeurs de tous les milieux, pour moi, me faire mon petit melting pot là-dedans et de prendre ce que j'ai à prendre. Melting pot, c'est intéressant. Quand tu as entendu, comme tout le monde, il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur dire cette phrase, l'immigration n'est pas une chance pour la France, il n'a même pas laissé la porte ouverte à parfois, ou c'est pas une chance pour la France, qu'est-ce que tu aurais envie de lui répondre? Ça me rassure parce qu'une phrase aussi stupide, ça prouve qui c'est, le mec. Donc au moins, il n'y a pas de faux semblant, il est radical, l'immigration, c'est pas… Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Moi, c'est très triste. C'est un homme politique. Il est là où il est. Ce que je vais répondre, ça ne va rien changer. J'aimerais juste qu'on enlève toute l'immigration de France pour voir aujourd'hui où elle serait la France. Et on verrait bien. On verrait qu'on a beaucoup moins de médailles aux Jeux Olympiques. On verrait qu'on a beaucoup moins d'humoristes sur scène. Beaucoup moins de richesses aussi intellectuelles, beaucoup moins d'avancées scientifiques, je suis sûr, et beaucoup moins d'artistes. Mais c'est normal. C'est normal. Et puis moi, c'est pour ça que ça a été un Eldorado, la France, parce que c'est quand même réputé comme le pays des droits de l'homme et le pays de la liberté, égalité, fraternité. C'est quand même le concept de pouvoir tout accueillir pour faire un mix de tout et quelque chose de grandiose avec toutes ces richesses extérieures à la France. Parce qu'on sait très bien que tout est intéressant, tout est beau selon les cultures, tout est à prendre. Et c'est dommage aujourd'hui, avec l'avancée qu'on a dans le monde, qu'en 2024, on se retrouve en France, dans l'un des plus beaux pays du monde, avec le plus de droits, avec des phrases comme ça. Je trouve ça plus triste qu'autre chose. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on évolue, on a vraiment l'impression qu'on fait le sens inverse. Et dommage qu'on ne soit pas en 98 avec une Coupe du Monde, avec un Zidane, pour que tout le monde soit content des Arabes en France, par exemple. Et justement, cette évolution dont tu parles, cet ascenseur social que tu as su prendre et qui t'a fait aussi quitter, tu le disais, tu avais voilà, les copains à l'école et puis les copains dans la rue. Quel était leur regard à eux de te voir comme ça gravir les échelons? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un sentiment de jalousie, quelque chose qui les dépassait peut-être un peu? Très sincèrement, je pense que dans tous les cas, et parce que j'ai des suivis grâce aux réseaux sociaux, tous mes amis d'enfance peuvent voir mon évolution, etc. Moi, la jalousie, je ne l'ai pas ressentie. Tout le monde était très content pour moi, tout le monde m'envoie beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de choses. Mais parce que je pense que tu es jaloux des personnes très proches de toi. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis parti, donc ils peuvent être que contents pour moi. Mais peut-être que si j'étais allé de Menton, j'étais allé à Nice ou à Marseille et que je rentrais beaucoup plus souvent à Menton et que je racontais ma vie, peut-être ça aurait fait des envieux. Mais j'ai la chance de ne pas avoir des amis d'enfance qui soient dans ce délire-là. Et à l'école, c'était compris ta double vie, en fait, ta vie au théâtre, on va y venir hein, évidemment, et ta vie aussi dans la cité, dans la rue?
Bah, à l'école, oui, c'était compris. J'avais 1,2 de moyenne. Moi, il fallait juste. Ma mère elle voulait que j'aille en général et que j'ai mon bac. Donc, je suis allé en général, mais j'avais redoublé. Donc, vraiment, j'ai fait le minimum d'efforts, 10 et quelques de moyenne pour aller en général. Une fois que j'étais en général, descente aux enfers, c'était 1,2 de moyenne. J'avais complètement abandonné l'idée d'avoir mon bac, l'idée de pouvoir réussir à l'école parce que. Parce que j'avais pas l'impression d'être plus bête qu'un autre, mais j'y arrivais pas. La structure de l'école, la façon de faire, ce que c'est, moi, rester 8 heures assis et écouter quelqu'un parler qui n'avait même pas forcément envie de transmettre. C'était un prof qui n'a pas l'envie de transmettre, c'est cuit. Donc, je pouvais pas. C'est pas moi avoir un cahier et de pouvoir apprendre, lire, relire pour chercher à comprendre des choses qui m'intéressaient même pas, parce qu'on me donnait pas envie de m'y intéresser. Donc, c'était vraiment déchéance totale, échec scolaire. Ce qui m'a sauvé, c'est le théâtre. Eh ben justement, on y vient au théâtre. C'est, je crois, à l'âge de 12 ans, tu suis un copain qui, lui, faisait des cours d'art dramatique. Ouais. Édouard Guité qui s'appelle. On faisait du trampoline. On faisait des saltos dans tous les sens, tout content. Et nous, on avait l'habitude de passer tous nos après-midi ensemble, toute la journée, à vaquer en ville, à rejoindre des potes, faire des trucs, etc. Et je pense que lui aussi, le théâtre, ça l'a beaucoup aidé. Et un jour, il me dit, après le trampoline, justement, il me dit, bon, bah, j'y vais. Je lui dis, bah, tu vas où? Comment ça, tu y vas? Il me dit, bah, je vais au théâtre. Je me fous de sa gueule, évidemment, mais je me fous bien de sa gueule. Il me dit, écoute, t'as rien à faire, accompagne-moi. Je l'ai accompagné, je suis arrivé au conservatoire municipal de Menton. L'art dramatique était dirigé par Lucien Rousseau. Et je rentre dans une salle où il n'y a que du théâtre classique. Et j'entends Tchekhov, j'entends Racine, j'entends Molière, Marivaux, plein d'auteurs comme ça, avec un langage qui n'a rien à voir avec le mien. Et j'ai l'impression que je comprends. Et je me dis, bah tiens, je ne suis pas totalement stupide. Je comprends une langue classique. Que moi, à l'école, plutôt, ça réfutait ce truc-là parce qu'il y a pas, tu ne le vois pas joué par des acteurs. Puis il y a le prof aussi qui transmet et lui, il a envie de transmettre. C'est comme un prof de maths qui a envie de transmettre. Le prof de théâtre, lui, il a envie de transmettre et tout n'est qu'une question d'envie. Donc quand tu le vois parler de théâtre, diriger des comédiens, faire vivre le texte au plateau, toi, tu le comprends, bah, tout de suite, tu te sens fort, tu te sens puissant, intelligent et tu as envie d'y retourner pour encore recevoir ça. Et puis, je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais j'étais profondément un grand passionné de théâtre. Et les mots que j'entendais résonnaient chez moi, ça m'ouvrait. J'ai un prof qui disait « chaque mot est une porte qu'on ouvre vers un monde entier ». Et là, c'était un peu le cas. Et ça me permettait de m'évader. Et de prendre confiance en soi. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'histoire. Exactement, ça m'a donné une assurance. Et c'est pour ça que je fais du théâtre dans le style que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai envie de transmettre cette assurance chez des jeunes ou même pas des jeunes, forcément une classe populaire ou même une classe ouvrière ou même la classe aisée qui parfois fait semblant de comprendre au théâtre parce que c'est bien de comprendre la thèse du metteur en scène qui croit avoir compris quelque chose de la pièce, qui veut transmettre ce que lui il a compris profond, alors que ça n'a rien à voir avec ce que tu lis, mais le gars en face fait semblant de comprendre parce qu'il a accompagné, qu'il faut faire ci, etc. Donc non. Donc moi, c'était l'envie de vraiment faire entendre le texte comme moi je l'entends, de façon très concrète, très directe, avec toute la poésie, toutes les valeurs que ça inspire derrière. Et avant de rentrer sur cette partie théâtre et de nous expliquer comment toi tu l'imagines et comment tu as su apporter de ton histoire dans ta méthode et dans ta façon de mettre en scène le théâtre, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce gamin que tu étais qui aurait pu basculer en fait? Ça pouvait être le théâtre comme ça pouvait être la prison peut-être à un moment donné. Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu pourrais faire passer au travers de la caméra pour un jeune qui peut se trouver dans la situation dans laquelle tu étais à l'époque et te dire, je sais pas, prends confiance en toi, gâche pas tout? Pour le jeune, je pense que la chose la plus importante pour un jeune ou pour n'importe qui, quand il sent qu'il commence à être à la dérive et d'aller vers quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas honnête, qui n'est pas bon, qui est plutôt néfaste pour lui, c'est de pouvoir cibler, et ça demande beaucoup de travail, pouvoir cibler et trouver ce qu'il aime dans la vie. Et à partir du moment où tu trouves réellement ce que tu aimes dans la vie, il faut que tu arrives à gagner de l'argent avec ça. Voilà concrètement ce que je pense. Donc que tu diriges tes études vers ça ou ta formation vers ça ou tes idées vers ça, mais de pouvoir cibler réellement ce en quoi tu es bon, ce en quoi tu as une vraie passion et comment tu peux faire en sorte que toute ta vie tu puisses vivre là-dedans parce que c'est ce qui va pouvoir t'empêcher de faire des conneries qui pourraient ruiner ta vie. Mais au quotidien, les conneries, parfois, elles ne viennent pas de notre tête, elles viennent de notre entourage. Ça peut être l'effet de groupe, les copains qui ont des idées un peu plus débiles que d'autres. Ce n'est pas souvent ceux qui se font attraper à la fin d'ailleurs. Ou même la nécessité, tout simplement. Ou même la nécessité. Dans la nécessité de devoir faire. Moi, j'ai eu de la chance parce que justement, j'avais tout à la maison. Ouais.
J'ai une mère qui, alors qu'on est vraiment arrivé, il n'y avait rien. Donc j'ai vraiment vu quelqu'un partir de rien pour avoir tout. Et quand tu vois ça, c'est très compliqué de te dire je vais tout gâcher en étant un vrai trou du cul alors que on t'a tout offert sur un plateau et que tu as manqué de rien. On va dire ça grosso modo. Mais j'ai côtoyé des gens qui manquaient beaucoup beaucoup de choses. Et ces gens-là, donc, comme moi à l'école, ça n'allait pas parce que ce n'est pas fait pour eux. Et il suffit que tu sois un peu perdu, évidemment, c'est la solution facile. Et évidemment, tu as envie de faire 2-3 petites conneries, de vendre 2-3… Bref, de faire toutes les conneries que tu peux faire pour essayer de t'en sortir parce que c'est une question de survie, tout simplement. Mais au-delà de ça, ça peut apporter aussi des valeurs dont tu as réussi, toi, à t'émanciper. Et on y reviendra parce que c'est le théâtre aussi qui t'a beaucoup aidé. Mais tu aurais pu être ce qu'on appelle aujourd'hui voilà, l'homme pas déconstruit, justement, pas féministe pour un sou, à la limite du jugement constant des jeunes femmes qui passaient devant vous. Parce qu'il y a aussi cet effet de groupe qui fait qu'une femme qui s'habille trop court, voilà, c'est… Non, mais je vais être totalement franc, totalement direct, totalement truc. Je l'ai été, cet homme-là. Je l'ai été et c'est des trucs qui rentrent en toi et tu te rends même pas compte parce que, en fait, c'est le rapport à la violence, tout simplement. Quand tu rentres dans un groupe où la vulgarité fait partie du quotidien, tu n'as plus le poids des mots. Tu n'as plus ce que ça représente réellement. Et ça devient un échappatoire pour extérioriser beaucoup de choses. Et du coup, ça entre en toi. Donc, derrière, quand tu es dans le côté viril, les injonctions viriles qu'on veut se donner, ou voilà ce que c'est être un homme, ou ce que c'est être un truc, et on a l'impression qu'être un homme, c'est penser qu'une femme, elle doit être comme ci, comme ça, et c'est l'affirmer et le dire. Moi, je suis rentré à 200% dans ce délire-là. Tu mêles cette pensée misogyne à la violence des mots, tu crées un mix de haine envers la femme, limite. Et donc, moi, j'étais au cœur de ça, très sincèrement. Et ce qui m'a sauvé, c'est Paris. C'est le milieu théâtral. C'est les femmes que j'ai rencontrées, c'est Molière avec ses textes, mais jusqu'à… Et tu n'as jamais fini de te déconstruire. Parce que je peux te dire ça et je pensais en avoir été débarrassé aussi quand je suis arrivé à Paris au bout de 3-4 ans. Mais tu te rends compte que c'est un travail quotidien parce que même 3-4 ans après, tu peux avoir certains réflexes et tu peux avoir certains trucs, etc. Et donc, d'année en année, de jour en jour, de truc en truc, et c'est avec les rencontres que tu fais. Mais le plus important, c'est de pouvoir être ouvert d'esprit et d'accepter ses torts et ses travers. Parce qu'il y a tort et travers et de ne pas rester obtus là-dedans. Et ça te permet juste d'ouvrir des portes, d'agrandir ton esprit, d'être beaucoup plus en paix aussi. Parce que je vais être totalement… Écoute, on va être totalement honnête. Parce que autant un homme en Iran qui peut vouloir tuer une femme parce qu'elle ne porte pas le voile, autant toi qui peux insulter une femme parce qu'elle a un short trop court de pute ou de ce que tu veux, tu es un petit peu au même endroit que le gars qui est capable de faire ça. Et le poids que tu mets sur les épaules de la femme avec tes volontés à toi de ce qu'elle doit faire, ils sont au même endroit. Donc même si tu n'en arrives pas à cet extrême-là, parce que tu n'es peut-être pas aussi fou et que tu as peut-être un poil plus de valeur que ce gars-là, la racine du truc, elle est la même. Et quand tu te sens associé à quelqu'un qui peut enlever la vie à une femme parce qu'elle ne s'habille pas comme lui veut, mais là, du coup, tu te dis, attends, il y a un truc qui ne va pas. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et donc, si tu creuses, tu vas très loin, tu te rends compte que le fait de pouvoir dicter à une femme comment elle doit s'habiller ou pas s'habiller, tu comprends que tu n'as pas le droit de ça. Tout simplement. On n'a même pas à te demander ton avis, on n'a même pas à te… C'est juste que t'es pas le grand Dieu sur terre qui doit un truc, etc., etc. Et puis, ça t'empêche d'être en paix, ça t'empêche d'être un homme bien autour de toi parce que même si tu ne l'affiches pas, tu ne l'exposes pas, c'est toujours au fond de toi. Donc, sur des discussions, sur des regards, sur des valeurs profondes, sur des choses comme ça, tu l'as toujours. Et je pense que la seule issue à ça, c'est la perte. C'est la perte totale. Et justement, le théâtre, on va y venir. Le théâtre t'a beaucoup apporté. Tu apportes aussi aujourd'hui beaucoup au théâtre. J'ai eu la chance d'aller voir Le Malade Imaginaire. On parlera après des dates parce que ça va revenir. Il y a aussi Don Juan que tu vas pouvoir jouer au Théâtre de la Madeleine à Paris. Mais cette façon que tu as de mettre en scène le théâtre, et pas n'importe quel théâtre, un théâtre qui a été écrit il y a 400 ans, et on va comprendre ce que tu lui as apporté et ce qu'il t'a apporté aussi dans ses textes. Molière a écrit des choses absolument modernes il y a très longtemps, et qui sont des sujets d'actualité, mais comme quoi c'est très long à faire évoluer la société. On a beau avoir eu un éclair de génie il y a 400 ans et être encore dans la difficulté aujourd'hui. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais par rapport au féminisme, on en parlait…
J'ai vraiment l'impression quand je lis ces textes que c'est… Parce que les gens disent souvent il n'y a pas beaucoup de rôles pour les femmes, etc. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de rôles pour les femmes ou pas, ou que c'est des grands rôles. Ça, moi j'ai l'impression que tout ce qu'il écrit c'est magnifique, mais c'est vrai que ses premiers rôles ont toujours été des hommes. Mais par contre, il a toujours eu un combat pour les femmes. Peut-être que les femmes n'avaient pas beaucoup des grands rôles dans le truc, mais ces combats féministes étaient déjà bien présents, déjà il y a 400 ans. Donc quand toi tu arrives de la rue, et que tu as avec tes trucs misogynes, etc., et qu'il y a un mec qui, il y a 400 ans, t'écrit déjà ce que beaucoup te disent maintenant, tu commences à te dire, bon, bah, peut-être la vérité, elle est là-dedans, quoi. Peut-être que la vérité, elle est là-dedans. Donc oui, pardon, je t'ai coupé. Non, mais ça va tout à fait avec ce que j'étais en train de dire. Et c'est, encore une fois, ce que ça t'a apporté, ce que tu lui as apporté, c'est que toi, aujourd'hui, tu le remets au goût du jour, tu gardes les textes, tu ne touches pas aux textes de Molière, ou alors très peu. Et en tout cas, c'est dans la mise en scène que tu le rends moderne et aussi accessible, parce que le théâtre a été longtemps aussi un peu au-dessus du peuple et réservé à une certaine élite. Bien sûr. Ben, moi, quand je suis arrivé à Paris et que je voulais être comédien, donc j'ai découvert des pièces. Et les pièces qui m'ont quasiment le plus touché, c'est les pièces que je voyais dans une école. Parce qu'en fait, dans l'école, étant donné que tu n'as pas les codes, etc., tu fais vraiment ce qui t'amuse. Donc, tu fais avec qui tu es aujourd'hui. Et puis, les professeurs jouent avec les comédiens, leur façon d'être, leur identité. Je parle d'école privée. Moi, j'étais au cours Florent. Et donc, j'avais la retransmission de pièces incroyables. Et quand j'allais dans les théâtres à Paris, privé, public, comme on veut, et je voyais les pièces, je me faisais vraiment chier. Et quand je voyais un Molière, bah, la façon de parler des comédiens qui pouvaient être remarquables dans comment ils le faisaient, mais leur façon de traiter la langue, pour moi, elle n'était pas actuelle parce que je ne comprenais pas pourquoi ils parlaient de cette façon-là. J'avais l'impression qu'ils s'attardaient beaucoup plus à rendre le texte beau qu'à faire entendre le sens des phrases. Et sur un plateau, tout est très subtil, tout est vraiment au millimètre. Donc si ton intention elle est un peu déplacée et que ton esprit est plus préoccupé à mettre en avant le lyrisme plutôt que le sens, ça se fait sur rien, mais ça change tout pour le spectateur. Et donc moi, je n'avais pas les situations, je n'avais pas deux acteurs qui se parlaient sur scène, je n'avais pas un débat, je n'avais pas le propos, donc je n'avais pas le texte. Par contre, j'avais des acteurs beaux qui me disaient un texte de façon sublime, bien articulé, mais je n'ai pas l'impression que Molière soit fait pour ça. Il faut faire peut-être des poèmes quand on fait ça, mais pas un Molière. Un Molière, j'ai l'impression que c'est violent, que c'est cru, que c'est terre à terre, que ça se parle avec le cœur, les tripes, que c'est vivant, qu'on ne doit pas trop réfléchir à la façon de le dire, mais qu'il faut le dire tout simplement à son partenaire. Et une fois que c'est vivant, que c'est habité, que ça se parle, là, on a le propos. Et là, le seul but qu'on doit avoir, nous comédiens, c'est que le spectateur fasse ça. Et qu'il regarde les comédiens parler. C'est quoi la réponse de l'autre? Qu'est-ce qu'il va dire lui? Et qu'il soit porté sur l'histoire et l'intrigue. Et pas sur la façon de jouer, la façon de traiter la langue classique. Parce que cette façon de faire là fait en sorte que l'esprit collectif des gens se dise encore plus « Ah ben Molière, c'est vraiment classique. Parce qu'on le joue déjà avec des guirlandes sur la tête. Et je vois pas l'intérêt. Et on est presque plus dans une parodie de ce qui était fait à l'époque plutôt que de le faire de façon actuelle et moderne. Ouais. Moi, personne n'était là à l'époque, mais moi, quand je le lis, je vois pas comment on peut le jouer de façon hautain, un peu… Pour moi, c'est de la complaisance. Et c'est tout ce que je déteste sur un plateau. Je trouve que la complaisance chez un metteur en scène tue la pièce et que la complaisance chez un acteur tue l'écoute du spectateur. Et quelque part, dans ce que tu dis, on entend aussi presque la phrase « mais faites confiance au public, arrêtez de les prendre pour des idiots ». Complètement. Et laissez-les vivre à travers l'art et ressentir. On devrait tous ressortir avec un avis différent sur la pièce. Plutôt que de repartir tous avec la même idée parce que tout avait été tellement dans un chemin de fer qu'on ne pouvait pas imaginer autre chose. Quoi. Bah, nous, comédiens, on a tous le même défaut et moi, il n'y a personne qui en est sorti de ce défaut, peu importe le comédien qu'on est, ça peut nous rattraper à tout moment sur n'importe quelle date, mais on a toujours peur que le public ne comprenne pas. Donc quand on va le jouer, on va un peu le surexpliquer quelque part ou alors on va un peu rendre très explicatif le côté du sous-entendu de la phrase. Au lieu simplement de se parler avec une bonne intention, bien claire, directe, et de parler seulement aux partenaires à qui on joue. Moi, je pars du principe que sur le plateau, quand un acteur joue, la chose la plus importante à l'instant T, c'est le partenaire avec qui tu joues. C'est à lui que tu dois parler avec l'intimité que ça inclut. Et on a tous le même défaut, c'est-à-dire surexpliquer le texte au spectateur parce qu'on a peur qu'il ne comprenne pas. Mais le spectateur, lui, tu le recules avec ça. Il n'a plus envie de rentrer dedans parce qu'il voit ton intention, mais il ne voit plus quelque chose qui est réel. Et à partir du moment où c'est juste et réel, c'est 10 fois plus fort que des enjeux dramatiques poussés à l'extrême avec des émotions surexagérées ou des états. Moi, je ne crois pas à l'état aux émotions. Je crois à la justesse. Et pour moi, le texte est plus fort quand on est juste. Et la situation prend beaucoup plus d'ampleur sans qu'on la force avec
Après, c'est deux écoles différentes. Hein. Je parlais de modernité, tu y ajoutes alors quelque chose qu'on peut voir de plus en plus. Il y a un petit effet de mode qui s'est créé. Toi, ça vient pas du tout de l'effet de mode. Au contraire, tu as été le premier à le faire. Il y a déjà 10 ans de ça. Le rap dans le théâtre et le hip-hop. En fait, cette culture aussi de la rue, ce que tu as apporté toi à la pièce, parce qu'on imagine mal, Molière à l'époque imaginait du rap dans sa pièce. Et pourquoi pas finalement, ça a été beaucoup copié après, tu nous en parleras, mais au début, toi, quand tu le fais, ça te semble nécessaire de le dire comme ça? Pour que ce soit un bon spectacle, si je suis metteur en scène, il faut que le spectacle me ressemble parce que je ne pourrai jamais être aussi juste que si je fais quelque chose qui vient du profond de mon intimité. Le fait est que le profond de mon intimité, c'est l'univers hip-hop. Donc je ne pouvais pas faire autrement que l'inscrire dans ce truc-là pour avoir une authenticité, pour encore une fois, pour le public, pour qu'il puisse croire à quelque chose de réel. Et on parle de Molière à l'époque, mais il mettait des ballets, Molière, dans ses spectacles. Donc la musique était présente. Maintenant, il faisait avec la musique actuelle de l'époque. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, le rap, le hip-hop, c'est la musique numéro 1 sur toute la planète. Et sur toutes les plateformes d'écoute. Sur toutes les plateformes, c'est le numéro 1, etc. Donc, si, je ne sais pas, si Molière était né aujourd'hui et qu'il devait faire des ballets, je le vois mal, très sincèrement, ne pas mettre du hip-hop dedans. Oui. Surtout parce qu'il est très hip-hop. Ce mec-là jouait devant le roi pour se foutre de la gueule du roi. Il n'y a pas un mec plus voyou que lui. Très peu d'artistes devant Macron sont là en train de lui jouer un truc pour se foutre de sa propre gueule. Mais Molière l'a fait, donc ce mec-là était hyper hip-hop. Et puis oui, la musique, elle reste, le mettre là-dedans parce que la violence des situations, pour moi, c'est hip-hop. La violence des propos, ce que ça raconte. Et puis Molière, il écrit, c'est pour ça que c'est contemporain, il écrit sur une seule chose, les relations humaines. Tout le reste, c'est des situations mises en place pour faire vivre les relations humaines. L'esprit de trahison, l'esprit de fraternité, l'esprit amoureux, l'esprit de l'infidélité, l'esprit de la justice, de l'emprise, tout ce qui résonne aujourd'hui chez nous et qui font les relations humaines, qui fait qu'on est heureux ou malheureux, qu'on soit bon ou mauvais, tout ça existait. Et le hip-hop, il ne faut pas oublier d'où ça vient. Ça part de la misère, ça part des gens qui dénoncent quelque chose qui ne va pas. Molière dénonce quelque chose qui ne va pas. Donc, on se retrouve à 100% là-dedans. Et oui, aujourd'hui, je vois du rap partout. C'est pas que ça m'énerve parce que je trouve ça très bien de l'amener aussi au théâtre, parce que ça permettra à beaucoup de jeunes aussi. Parce que, en fait, c'est de l'art. Et il y a des gens qui pensent ne pas aimer le théâtre. Mais c'est pas possible. C'est de l'art. Tu peux pas ne pas aimer la musique. Il y a bien un style qui va te plaire. Il y a bien un style qui va te plaire de musique. Le théâtre, c'est pareil. Il y a bien un style de théâtre qui va te plaire. Donc si aujourd'hui tout le monde met du hip-hop dans le théâtre, enfin tout le monde, beaucoup de gens en tout cas mettent du hip-hop dans le théâtre pour faire plaisir à tel ou tel public, pouvoir vendre des dates, bon ça les regarde, au moins ça permet à beaucoup de jeunes. Mais bon après si c'est mal fait, là c'est l'effet inverse à 100%. C'est l'effet inverse. Bah oui. Bon, moi qui ai eu la chance en tout cas d'aller voir Le Malade Imaginaire, c'était au Bouffe du Nord il y a quelques mois de ça, que j'ai absolument adoré. Pour le coup, moi je ne fais absolument pas partie de cette population qui aime ou qui connaît en tout cas le rap ou le hip-hop. Ça m'est complètement étranger, je découvre au fur et à mesure grâce notamment à ton travail et parce que parfois voilà, c'est plutôt l'inverse qui se enfin moi j'ai plus été bercé par le théâtre quand j'étais petit plutôt que par le hip-hop et le fait de rencontrer les deux et de le faire avec talent pour le coup là ça casse aussi une barrière dans l'autre sens et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand on arrive à réunir deux publics différents. Exactement. Moi très bizarrement en 10 ans d'expérience je peux le dire donc avec les jeunes, ça marche. Avec la classe populaire, ça marche. Ils sont baignés là-dedans. Et puis, tu leur donnes un Molière accessible où ils comprennent tout. Et puis, ils adorent la langue de Molière. Et puis, ils se sentent, comme moi, je l'ai été quand j'avais 12 ans au conservatoire municipal, ils se sentent forts, intelligents, puissants. Puis, ils sont très français aussi. Parce que tu te rends compte, si tu es un mec des quartiers, tu arrives dans un théâtre et tu vois un personnage écrit par Molière qui te ressemble. Il n'y a rien qui te donne un accès plus direct au pays, une assimilation plus forte. Mais j'ai été surpris de me rendre compte que les personnes qui sont le plus éloignées de ce milieu-là, donc même le troisième âge ou alors la classe très aisée qui est beaucoup plus inclue dans la bourgeoisie française que dans la culture hip-hop, populaire, etc., et ben ces gens-là se font retourner beaucoup plus vite et j'ai l'impression qu'ils se font attraper de façon plus forte parce qu'ils ne s'y attendent pas en fait. Alors que le jeune à qui tu dis il y a du Molière avec du rap, il s'attend un peu à kiffer le Molière, truc, il se dit bon ok, je vois, mais l'autre personne, lui il ne se dit pas je vais aimer le hip-hop, il ne se dit pas tiens Molière en mode hip-hop ça va me parler, etc. Mais étant donné qu'il redécouvre la langue avec un concret, avec un terre-à-terre, avec une façon de parler d'aujourd'hui, comme ses enfants peuvent parler, comme ses petits-enfants peuvent parler ou comme ses amis peuvent parler, et qui réentendent le sens des phrases avec un autre écho que ce qu'ils ont l'habitude de voir, et que c'est la langue de Molière avec la poésie de l'auteur,
Mais là, c'est un enrichissement dingue pour eux parce qu'ils redécouvrent ce qu'ils écoutent depuis longtemps. Alors attention, je ne dis pas que je suis un révolutionnaire du théâtre. Je dis juste ce que je vis et ce que je vois. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient habituées à aller au théâtre à Paris dans des pièces de Molière à l'opposé de ce qu'on fait nous et qui étaient enchantées de ce qu'on faisait parce qu'ils avaient l'impression de redécouvrir l'auteur. Et la première chose qu'on entend le plus, c'est « j'ai entendu le texte ». Mais j'ai entendu, c'est pas j'ai entendu, c'est j'ai compris réellement le texte. Et il m'a touché. Et il m'a touché et il m'a pris. Avec toujours le point de vue du metteur en scène qui prend une direction. De toute façon, c'est notre boulot de pas laisser ça aléatoire, mais de prendre une direction sur les scènes et d'avoir quelque chose qu'on a envie de raconter actuel. Ouais, justement, on va parler de ton boulot. Tu es metteur en scène du coup de ces pièces. Ça fait à peu près 10 ans que tu reprends des Molières. On va voir autre chose après où il n'y aura que du Molière parce que... Non, il y aura autre chose, bien sûr. Il y aura autre chose. Mais il y aura du contemporain très peu, mais je vais surtout. Moi, je pense que ma grande force, c'est d'actualiser la langue classique. Maintenant, que ce soit Molière, Racine, Corneille, Marivaux, Shakespeare ou autres. C'est là où même je me sens heureux parce que j'aime bien jouer dans mes pièces aussi. Et moi, je suis un acteur qui est vraiment ma passion première, c'est le théâtre et les mots sur un plateau. Et la langue classique, là où ça va, comment la vie est racontée. Moi, je trouve ça dingue et je trouve ça grandiose. Donc, c'est vrai que je me complais là-dedans et que j'aime beaucoup ça et qu'il y a de grandes chances que je reste dans le classique. Pas seulement Molière, mais en tout cas la langue classique. En tout cas, aujourd'hui, c'est Le Malade imaginaire qui tourne encore. Ça revient à Paris aussi? Au Théâtre de la Concorde, du 13 mai à peu près jusqu'à la fin du mois. Mais avant ça, je le disais tout à l'heure, c'est Don Juan que je crois que tu avais écrit en plus il y a des années déjà à l'école. Non, ah non, c'était pas celui-là. Non, l'école, j'en suis sorti en 2015, c'est les Fourberies de Scapin qu'on a créé à l'école. Ensuite, on a monté L'Avare et ensuite, on a monté Don Juan et récemment, Le Malade imaginaire. Et le Don Juan qu'on a créé en 2020, étant donné que c'est une forme à 4 comédiens, on peut le faire tourner encore, même si le Scapin, justement, tourne aussi. Et L'Avare aussi, par-ci par-là, qu'on va reprendre, je croise les doigts. Mais oui, le Don Juan, ça s'est fait vraiment au compte-gouttes. On ne l'a jamais lâché parce qu'il continue à tourner. On a fait un dernier festival d'Avignon, là. On a fait au Théâtre de la Factory, au Théâtre de Loul, à la salle Factory. Et c'est une salle de 200 places. On a été très heureux d'être quasiment complet tout le mois et d'avoir beaucoup de programmateurs qui viennent grâce à une équipe formidable, donc en scène production, Cholet les Prod, qui ont leur chargé d'IF, qui ont leur attaché de presse, qui ont fait un travail merveilleux. Et le Théâtre de la Madeleine est venu voir la pièce. Le Théâtre de la Madeleine, quand même, ils sont réputés pour faire des pièces, surtout avec des stars, avec des noms. Il n'y a pas beaucoup de classiques qui se jouent là-bas. Et là, on fait tout l'inverse. Tout l'inverse. Tout l'inverse. Ils ont pris une pièce où il n'y a aucune star. Ils ont pris un classique. Mais ce qu'ils voulaient, c'était changer le public. Et un Molière, comme on le fait, un peu hip-hop. En plus, le Don Juan, il est vraiment inscrit hip-hop, contrairement aux Malades. Vraiment, on est au cœur du truc. Du coup, pour eux, c'était une façon de un petit peu pas changer le public, mais amener une nouvelle vague de public au Théâtre de la Madeleine et sortir peut-être un peu dans quelque chose où ils s'étaient enfermés là-dedans. Enfermés, je ne sais pas, je ne vais pas prendre de l'avance ou quoi, mais c'est une façon de changer un peu leur ligne artistique, de s'ouvrir un peu plus. Parce que tu disais il y a un instant que tu ne voulais pas révolutionner le théâtre, mais quand même, tu mets un gros coup de pied dans la fourmilière sur le style d'interpréter le classique, et là tu mets carrément sur le bâtiment même, parce que le Théâtre de la Madeleine, c'est une institution théâtrale, c'est pas le petit théâtre qui s'est créé il y a 5 ou 10 ans, c'est un vrai grand théâtre, et là tu les fais aussi changer, donc quelque part il y a un petit côté révolutionnaire quand même. Malgré ton manque de carte d'identité, tu as un bon côté français quand même. J'ai un bon côté français. Oui, j'ai un très bon côté français. J'aime beaucoup cette langue énormément. Donc, je suis vraiment. Bref, je ne peux pas me sentir français parce que je ne le suis pas, mais j'aime ce pays et j'aime le défendre et j'aime la langue. Et je ne peux pas dire que je révolutionne le théâtre parce que c'est vrai que quand on l'a commencé, moi, je ne voyais pas de compagnie le faire. Mais depuis 10 ans, je vois beaucoup de jeunes compagnies très talentueux, très forts, très puissants, qui veulent faire la même chose, pas forcément dans le milieu du hip-hop, mais en tout cas avec beaucoup de modernité, avec leur univers à eux qui leur appartient et qui sont très talentueux là-dedans. Et je pense à beaucoup de compagnies qui font aussi le Festival d'Avignon, qui tournent beaucoup. Donc je pense que c'est surtout ma génération qui révolutionne le théâtre, mais pas moi, tant que Tigran Mekhitaryan. Ce sera fin janvier. À partir de fin janvier, je crois que c'est le 21 janvier de l'année prochaine, 2025 évidemment. On en reparlera d'ici là quand on aura les affiches et puis la billetterie qui sera disponible. Je crois que ça va arriver à la fin du mois, d'octobre. Mais à la fin du mois d'octobre, il y a aussi autre chose, le 23, donc la semaine prochaine, c'est pour ça que je me suis trompé. C'est le film Monsieur Aznavour qui va sortir au cinéma. On parlait, et ça revient à ce qu'on disait au début, l'immigration en France qui n'est pas une chance. Bon, force est de constater qu'on a quand même beaucoup d'artistes qui sont issus de l'immigration. Monsieur Aznavour
Aznavour, lui, il avait la même origine que toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer dans un film, déjà le parallèle entre le théâtre et le cinéma, et de jouer dans un film, et de jouer, en plus toi tu joues Missak Manouchian, qu'est-ce que ça représente pour toi de revêtir voilà, des personnages historiques? Évidemment, ça a quelque chose de très. Il y a aussi Tahar Rahim, issu de l'immigration, qui Aussi. joue le rôle de Monsieur Aznavour. Et j'ai vu la bande-annonce, il le fait magnifiquement bien. Moi, Bah, j'ai toi, vu tu as vu le film. il n'y a pas longtemps, là, en avant-première, très récemment, et j'ai été bluffé, mais par tous les acteurs. Marie-Julie Bopp aussi, qui joue Edith Piaf, remarquable. Bref, il n'y a que des acteurs de fou dedans. J'ai beaucoup aimé ce film. Et ma vraie fierté, c'est d'avoir participé à un film si beau, si puissant, si grand, au-delà d'avoir joué le rôle de Missak Manouchian, qui est aussi personnellement, parce que c'est un emblème arménien, donc pour mes racines, pour moi, d'où je viens, pour ma culture, c'est quelque chose de très important. J'ai essayé de ne pas me faire bouffer par la pression de ce que ça pourrait représenter, mais ce n'était pas très compliqué parce que, par exemple, autant quand tu joues un Charles Aznavour qui est connu du grand public, tu as quelque chose où voilà, les gens le connaissent, donc il faut un peu s'aligner avec le personnage de ce qu'il était. Moi, Missak Manouchian, très peu de personnes peuvent mettre un visage dessus, une voix dessus et même un corps et une façon d'être. Donc, j'avais qu'à venir avec simplement qui j'étais, faire confiance au choix des réalisateurs qui m'ont vu sur le casting et écouter leurs indications de jeu et faire mon travail tout simplement. Et leur simplicité aux réalisateurs, leur humilité, la précision de leurs indications allaient faire tout le reste du travail. Ce film-là, je le disais, c'est un projet complètement différent de ce que tu fais au théâtre. On sait que les deux métiers, même si on est comédien dans les deux cas, il est complètement différent. Qu'est-ce que tu préfères? Le théâtre. Le théâtre? Mais le théâtre. Mais largement. Bon, il n'y a pas eu d'hésitation du tout. Mais non, quelle hésitation. Non, mais le théâtre. Ouais. Largement. Enfin, quand on aime le jeu, Ouais. quand on aime… déjà, si tu aimes être acteur, tu aimes le public. Donc, quand tu joues devant un public, c'est pas pareil que quand tu joues devant une caméra. Attention, j'ai pas fait énormément de tournages, mais j'en ai fait quand même. J'ai eu la chance de jouer le rôle titre d'une série qui s'appelle Moi, où c'était quand même 7 semaines de tournage en Dordogne, dans des conditions où on voulait recréer la préhistoire. Ça se faisait, donc, c'était vraiment un tournage puissant avec beaucoup de moyens qui étaient bien. Donc, le goût à la caméra, je l'ai eu. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Mais moi, acteur, jouer devant un public où je dois jouer une pièce d'1h30, 2 heures, un grand rôle du répertoire classique ou contemporain où tu dis des choses dingues, où tu vis un moment au présent fou, où tu as le risque de pouvoir te perdre et d'être dans une sorte d'abîme total de noir. Parce que quand tu es sur un plateau de théâtre et qu'on va dire tu perds tes moyens, ou tu as un trou, ou tu te sens partir dans un moment qui n'était pas prévu mais il se passe, mais c'est là où moi je me sens réellement vivre. En dehors de ça, je suis là, j'existe, je fais des trucs, mais quand ma vie prend un sens, c'est quand je suis sur le plateau devant un public et que je vois que ça a un sens, ce que je fais et que ça réagit. Et l'adrénaline de ce moment-là, le risque de ce moment-là, parce que je ne vois pas un comédien de cinéma, habitué au cinéma, qui ne fait que du cinéma, te dire qu'il n'a pas peur d'aller sur un plateau de théâtre. À l'inverse, je vois très peu de comédiens sur un plateau de théâtre qui peuvent te dire j'ai peur d'une caméra. Même si dans l'esprit collectif, on va te dire oui, mais ce qui est dur devant une caméra pour les comédiens de théâtre, c'est d'en faire moins, etc. Pour moi, c'est des conneries. Si tu es un bon comédien de théâtre, caméra facile, très facile. Parce que le concept du théâtre, c'est quand même de créer l'intimité avec ton partenaire, mais évidemment de réussir à le porter assez fort pour que le mec dans une salle de 500 places qui est tout au bout de la salle l'entende. Mais si j'arrive à créer une vraie intimité, je ne parle pas d'un fake, je ne parle pas de mécanique, je ne parle pas d'humeur, d'état, je parle d'une vraie intimité avec le partenaire de jeu, que cette intimité est assez forte pour que dans une adresse petite, précise, le gars au fond de la salle l'entende, mais la caméra, ça devient un jeu d'enfant. C'est bientôt la fin. Je vais te demander de t'adresser à la caméra, mais juste avant, peut-être une dernière question. Tigrane, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est le prochain Feydeau, c'est un nom au théâtre. Comment tu te vois dans 20 ans? Bon, le concept de mon travail, c'est le présent. D'être au présent tout le temps sur le plateau, avec les acteurs quand je les dirige. Je pense que c'est le concept aussi, j'espère, de ma vie. Donc on verra. On verra. Je me vois nulle part. Si moi, je peux juste vivre de ce métier. Si on me dit toute ma vie, je travaille dans des théâtres et je fais des rôles, et je deviens ni célèbre, ni connu, mais juste je travaille et j'ai la chance de vivre de ça, moi, je prends. Je ne vais pas plus loin. Par contre, mon rêve, ce serait
parce que j'aime vraiment le théâtre. Mon rêve, ce serait de devenir un homme de théâtre, une référence. Ça, j'aimerais beaucoup. Si un jour j'y arrive et que si on parle de théâtre, mon nom puisse sortir en tant que référence dans le milieu, pour les personnes vraiment dans le milieu, je ne parle pas du grand public, humblement, j'en serais très heureux. Très bien, c'est la fin de l'émission donc. Mais il nous reste le Inspire-moi en 60 secondes. Je vais te demander de regarder ta caméra. Ouais. Et cette fois-ci d'imaginer, alors pas spécialement que ce soit Bruno Retailleau, mais un Français, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Bah tu vois, je te dis. Ouais. On s'en fout. Mais pas spécialement penser que c'est Bruno Retailleau, Ouais. mais d'imaginer quelqu'un qui pourrait penser un peu comme lui, que l'immigration finalement, c'est pas une chance pour la France. Je bois parce que ça me fait stresser. Non, mais tu peux. Bien. Mais plus largement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour peut-être le rassurer ou l'inspirer? C'est à toi. Eh bien, chère personne qui pense comme Bruno machin, je pense que malheureusement, ça risque de faire de toi quelqu'un de petit, avec un esprit petit, des idées petites, et qu'on n'a qu'une vie, et passer à côté de grandes richesses extérieures, d'apprendre, de savoir venant de l'autre, de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on peut découvrir, c'est passer à côté aussi de la vie. Parce que je pense que la vie, c'est que des rencontres, c'est que l'autre, et que plus on va vers l'autre, plus on veut s'enrichir dans un pays qui prône ça normalement, plus on fait ça et plus on grandit, plus on devient une meilleure version de soi-même. Donc à toi d'ouvrir les yeux, l'esprit avec une bienveillance et un amour du prochain. Voilà. Merci beaucoup, Tigrane. Merci à toi, Maxime, pour l'invitation. Très heureux.